Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Pierre Raffarin a choisi la gauche, vous avez remarqué. Alors, la France et les Français face au nouvel ordre européen et mondial, voilà ce dont nous aimerions parler avec vous. Nous n'avons pas connu la guerre, en tout cas, nous ne pensions pas que nos enfants connaîtraient la guerre, et c'est le cas. Alors, j'aurais voulu, pour commencer, vous demander comment est-ce qu'on sort, d'après vous, de la situation dans laquelle on est. Il y a ce sommet de l'OTAN demain, avec la présence de Joe Biden à Bruxelles. Est-ce que vous avez imaginé un scénario de sortie de crise qui pourrait être plus rapide qu'on ne le pense? Est-ce qu'il va y avoir une négociation? Ou alors est-ce que vous voyez un enlisement et une aggravation du conflit? Bernard Cazeneuve, peut-être pour commencer. Bon, je crois que face à la gravité de la situation à laquelle le continent européen et plus généralement le monde se trouve confronté, compte tenu des efforts qui sont déployés à la fois par l'Union européenne, l'OTAN, l'Occident et notre pays, prétendre à l'occasion de cette réunion, de ce débat avec Jean-Pierre Raffarin, que nous aurions, lui ou moi, une solution qui n'aurait pas été envisagée par tous ceux qui ont les yeux rivés sur les événements et cherchent à trouver des solutions, serait extraordinairement présomptueux. Et il faut d'ailleurs souligner que depuis le début de cette crise, l'Union européenne s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence du président de la République française, que le président de la République française lui-même multiplie les initiatives en liaison avec le chancelier allemand pour essayer de dégager une solution diplomatique, et on voit toutes les peines qu'ils ont à trouver un chemin. Et quelle analyse peut-on faire et quels peuvent être malgré tout les points de sortie de crise? L'analyse que l'on peut faire d'abord, c'est qu'en quelques mois, alors que le mouvement était à l'œuvre depuis très longtemps, les Européens et le monde entier a pris conscience des mouvements qui se produisaient sur le territoire européen et qui étaient porteurs de dangers extraordinaires. Nous avions, depuis la fin des années 80, intériorisé le fait que le continent européen était protégé de tout danger de guerre. Souvenez-vous qu'au moment de l'effondrement du mur de Berlin, certains responsables politiques français, non des moindres, avaient théorisé le fait qu'on pouvait percevoir les dividendes de la paix, que nous étions dans la fin de l'histoire et que la démocratie sur le territoire européen avait vocation à s'étendre, à se généraliser, et que les pays de l'ancien bloc soviétique avaient vocation à rejoindre progressivement soit l'Union européenne, soit l'OTAN. Et nous découvrons subitement que la Russie n'a rien perdu de ses ambitions de puissance, que celui qui se trouve à sa tête est dans l'obsession de la reconstitution de son empire, dans une vision d'ailleurs assez paranoïaque de ce qu'est son voisinage, parce que même si en 2008, à l'occasion du sommet de l'OTAN, les États-Unis avaient ouvert une perspective pour l'Ukraine d'adhésion à l'OTAN, et si une réflexion avait commencé à poindre au sein de l'Union européenne, préconisant à terme une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ces deux mouvements n'étaient pas de nature à menacer directement la Russie dans sa sécurité. Donc lorsque j'entends dire que c'est en 2008, à l'occasion du sommet de Bucarest, que une menace se serait exprimée à l'encontre de la Russie, une maladresse aurait été commise vis-à-vis de ses dirigeants qui justifierait qu'on remette en cause des principes fondamentaux comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela ne tient pas. D'abord parce que rien ne justifie qu'on remette en cause les principes fondamentaux du droit international qui garantissent la paix, et ensuite parce que ces perspectives n'étaient pas de nature à menacer la sécurité de la Russie. Mais nous voyons dans quel état d'esprit elle est, cette Russie. Nous voyons aussi qu'après avoir reconnu les provinces autonomes comme on reconnaît des États, la Russie a souhaité aller au-delà et est entrée en Ukraine en déclenchant une guerre totale. Quand j'ai une guerre totale, c'est que la volonté de prendre la totalité du territoire, et on bombarde aujourd'hui dans les conditions que l'on voit des villes et des populations civiles, et par conséquent, la guerre est à nos portes et la question se pose de savoir comment nous pouvions parvenir. Alors, quelles sont les solutions face à cette situation, à ce contexte? Premièrement, essayer
par la voie diplomatique, par le dialogue entre l'Union européenne, l'OTAN, la Russie, mais en essayant, Jean-Pierre en parlera, j'en suis convaincu, d'impliquer aussi la Chine, qui doit jouer son rôle dans cette affaire et qui a pris des positions qui, selon l'interprétation qu'on en fait, peuvent être favorables à la solution diplomatique, au contraire être de nature à la bloquer. Mais il faut maintenir ce dialogue et maintenir ce dialogue pour aboutir à une situation qui soit, autant que faire se peut, pacifiée et clarifiée. Clarifiée comment? D'abord en donnant à l'ensemble du continent européen et notamment russe comme perspective politique la garantie d'une sécurité, d'une transparence sur les alliances et l'utilisation des armes. Deuxièmement, faire en sorte, s'il doit y avoir un compromis diplomatique et politique, qu'il se fasse sans concession aux principes fondamentaux. Troisièmement, essayer de faire en sorte que cela soit possible dans une stratégie qui ne soit pas une stratégie de capitulation face à l'épreuve de force russe. Et de ce point de vue-là, je termine par là, la dureté des sanctions, dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire sanctions économiques, gel des avoirs, impossibilité d'accès au marché financier et SWIFT, arrêter autant que faire se peut les exportations, enfin les importations d'hydrocarbures venant de la Russie. Toutes ces mesures doivent être combinées de façon puissante pour pousser la Russie à revenir à la raison. Alors, je relance juste un dernier point. Vous m'aviez dit que ce que veut Poutine, c'est un Yalta, c'est-à-dire une photo. On se souvient d'Yalta en 1945. Il y avait Roosevelt, Staline et Churchill. Est-ce que Poutine attend un nouveau Yalta au format 2022, c'est-à-dire une photo avec Biden et avec Xi Jinping? Bon, d'abord, moi je ne sais pas ce que Poutine a dans la tête et ce qu'il veut. Ce que je vois, c'est ce qu'est sa pente, son tempérament. Et je vois la manière dont il agit. Des annexions dont on avait pensé jusqu'à présent qu'elles ne seraient engagées par lui que dès lors qu'elles pourraient se faire de façon rapide et avec succès. Mais on voit qu'il a pris le risque d'engager une guerre au sol hasardeuse en Ukraine. Les motifs pour lesquels il a engagé cette guerre, c'est-à-dire des provinces aspirant à l'autonomie russophone, à proximité desquelles il avait placé des troupes, pose la question de savoir si cette opération devait aller à son terme sans réaction suffisamment vigoureuse de l'Occident, ce qu'il ferait en Transnistrie, c'est-à-dire dans des provinces en Moldavie qui sont dans une situation comparable. Donc, est-ce qu'il s'arrêtera une fois que la situation ukrainienne sera stabilisée au terme d'un succès diplomatique ou d'un accord diplomatique, ou est-ce que, si notre réaction est insuffisamment puissante et ferme, après l'Ukraine, il ne tentera pas une opération ailleurs? Je ne sais pas, moi, répondre à cette question. Ce dont je suis en revanche convaincu, c'est que la seule solution pour faire en sorte qu'il y ait une solution acceptable sur le plan humanitaire, politique, diplomatique en Ukraine et qu'il n'y ait pas de débordement vers d'autres territoires, c'est la fermeté la plus grande de l'Union européenne et de l'Occident et du monde et des Nations Unies à l'égard de la Russie. Et de ce point de vue, sanctions, dans toute la gamme des sanctions possibles, fermeté diplomatique sont la clé d'une solution s'il y en a une. Merci. Jean-Pierre Raffarin, de quoi cette guerre est-elle le nom? Est-ce qu'il faut une solution diplomatique ou est-ce qu'il faut accroître les pressions, comme ça va probablement être décidé cette semaine sur Poutine? Le nom de cette situation, c'est le désordre mondial complet. Au fond, vous parlez de nouvel ordre, on est loin d'un nouvel ordre. Parce qu'au fond, tout ce qui se passe ici, c'est d'abord et avant tout une crise qui s'inscrit dans une autre diagonale terrible qui est celle de la guerre froide sino-américaine et qui, aujourd'hui, structure les relations internationales. Les relations internationales sont structurées. Regardez M. Biden quand il vient ici, il nous mobilise contre la Chine. Regardez la Chine qui nous mobilise aussi pour ouvrir ses marchés au fur et à mesure de nos attitudes. On est pris en tenaille, nous, Européens, dans cette situation. Et au fond, c'est à un moment où l'Europe, menacée de déconstruction depuis le Brexit, que nous arrive un sujet qui était déjà posé, la sécurité à l'est de l'Europe.
Mais quand vous regardez bien les conflits que nous avons aujourd'hui pour désorganiser la gouvernance mondiale, vous avez ce conflit sino-américain, on a maintenant le conflit ukrainien, et on a toujours pour nous la difficulté majeure de la question africaine, qui est quand même une question qui nous est aussi posée pour les années à venir, le terrorisme, la faim aujourd'hui, et au fond cette idée toute simple qu'il n'y aura pas de France heureuse avec une Afrique malheureuse. Donc dans ce contexte-là, voyons bien que nous sommes dans un désordre complet avec un multilatéralisme très faible. Ce qui a surpris le monde, ça a quand même été cette réaction européenne qui a surpris, en tout cas je le sais clairement de la part des Chinois, ils ne s'attendaient pas à ce que l'Europe soit aussi mobilisée et aussi, je dirais, cohérente. Ils cherchent en permanence quand même à diviser leurs différents types de partenaires. Et là, on voit bien que... Ils l'ont reçu comme un signal par rapport à Taïwan, d'après vous? Je ne sais pas si par rapport à Taïwan, mais ils ont reçu un signal. Ils ont été très impressionnés. Ils ont été très impressionnés par le fait que Poutine était devenu une sorte de paria et que non seulement il n'y avait que 5 pays pour le soutenir, et les dictatures, l'Érythrée, la Syrie, la Corée du Nord pour le soutenir, et qu'au fond, ce qui les a peut-être le plus impressionnés à côté des sanctions, il y a tout un discours anti-sanctions en Chine, mais ce qui les a beaucoup impressionnés, c'est la mobilisation des sociétés civiles. Que le football, qui n'est pas très regardant sur les droits de l'homme, Qatar, Jeux Olympiques, enfin tout ça, que le football exclut la Russie, je veux dire, ça impressionne la Chine. Que Poutine soit viré de la Fédération mondiale de judo, qui est une énorme fédération très stratégique, qui fait beaucoup de choses sur la paix, parce que c'est très reconnu dans de nombreux cercles, y compris politiques. Le judo est un sport très important stratégiquement. Et ils avaient comme président d'honneur Poutine, et qui l'ont tout de suite viré avec une fédération qui était très proche de la Russie. Donc tout ça montre que la grande surprise, c'était la cohérence européenne et cette mobilisation des sociétés civiles qui donne le sentiment que, et on le voit dans vos sondages sur un certain nombre de paramètres, que l'opinion publique pousse à la défense européenne, pousse en fait à la réponse européenne. Donc moi je pense que dans tout ça, on va revenir sur la question ukrainienne, mais dans tout ça, ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous, pour sortir un peu du désordre, c'est le pôle européen. Et c'est cette structuration. Et dans ce pôle européen, c'est le franco-allemand. De mon point de vue, parce que nous sommes aujourd'hui dans une tenaille donc prise par les Américains et les Chinois, nous sommes dans une question de sécurité de l'Europe et nous sommes dans un processus qui a quand même été un processus d'affaiblissement de l'Europe. Dans ce contexte-là, on voit bien que le risque pour nous, c'est de sortir de l'histoire. Le risque pour nous, c'est qu'une Europe divisée sorte de l'histoire, parce que même quand l'Ukraine sera terminée comme crise, on a la crise Taïwan qui est inscrite derrière, qui je ne sais comment. Une chose est certaine, c'est que les Chinois ne lâcheront pas. Ils ont mis une échéance en 2049. En 2049, Taïwan doit être revenu dans l'Empire. Et ça, je pense qu'ils sont dans cette logique-là. Pour le moment, c'est le seul dossier, de leur point de vue, qui évolue très mal. Parce que les Chinois ont toujours la stratégie de jouer avec le temps, de prendre le temps pour un allié. Et le seul des dossiers qui vraiment les préoccupe, c'est le dossier de Taïwan, parce que là, il évolue mal, ce dossier. Plus le temps passe, plus les Taïwanais sont hostiles à la Chine. La question qui est posée par Taïwan, c'est la question des composants électroniques, notamment en dessous de 10 nano pour les spécialistes. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas aujourd'hui, on est très dépendant, on est à 80%, je crois, l'Occident dépendant de Taïwan, et le reste, c'est en gros la Corée du Sud. Donc, ce que la crise Covid a montré, est-ce que cette crise, cette guerre est en train d'encore de renforcer, c'est qu'on n'est pas armé pour ce fameux monde d'après dans lequel il faut de la souveraineté et de l'indépendance. On l'est un peu plus en France sur le plan énergétique, mais on ne l'est pas en Allemagne à cause du gaz russe, et on ne l'est pas du tout d'un point de vue industriel. Qu'est-ce que vous dites au monde économique qui nous écoute? On a perdu du temps, il est temps, si on ne veut pas sortir de l'histoire, il faut aussi que dans l'économie, on ait une réponse cohérente. Ce n'est pas qu'une réponse diplomatique. Oui, ce n'est pas qu'une réponse diplomatique. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut mettre le franco-allemand ensemble, parce que le franco-allemand, on a des chiffres qui sont d'ordre continental. Enfin, ils ont commencé en achetant des F-35. Hein, donc oui, pas, oui, mais il y a de mauvais signaux, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est clair que c'est un très mauvais signal. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'on a une proximité entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc, on est habitué un peu à gérer ça. Mais je suis d'accord pour dire que c'est un mauvais signal. Cela dit,
Un bon signal, c'était quand le président Macron reçoit Xi Jinping pour une relation bilatérale Chine-France dans son bureau à l'Élysée avec Angela Merkel et avec Jean-Claude Juncker. Pour dire, dans cette relation-là, l'Europe compte, dans notre relation bilatérale, l'Europe compte. C'est le rapport de force et qui est en partie économique. Je pense qu'il faut, on parle des responsables économiques, bon, il faut que la souveraineté, on en parle beaucoup, personnellement, la souveraineté intégrale est une utopie. Nous sommes dans un monde interdépendant. On voit bien d'ailleurs quand on prend des sanctions, qu'on a un retour de sanctions. Tout est biunivoque aujourd'hui. Et on mesure bien que l'interdépendance est très très forte. Alors les Français ont découvert qu'on était dépendant pour le paracétamol de la Chine à l'occasion de la pandémie. Et puis on s'aperçoit qu'on a beaucoup de sujets de cette nature. Et donc il y a une sorte d'appel à la souveraineté. Très bien. Mais sachant qu'il y a la souveraineté intégrale, une sorte de retour à un protectionnisme massif, c'est quelque chose qui est probablement impossible. En revanche, il y a des souverainetés à travailler. Et donc moi, je vois 3 cercles de souveraineté. Un cercle de souveraineté qui est la souveraineté nationale. Qu'est-ce que nous voulons ? J'espérerais que des structures comme ce qui a été créé par Bayrou, le plan, enfin, on n'a plus beaucoup dans notre appareil d'État de structures qui pensent un peu l'avenir. Mais je pense qu'on devrait avoir des gens là qui travaillent sur qu'est-ce que nous tenons vraiment au plan national comme priorité des priorités. J'ai entendu un jour le président de la République dire, par exemple, il nous faut de l'acier, parce que avec l'acier, je veux faire des voitures, je veux faire des avions, donc je veux rester un constructeur d'automobile, je veux rester un constructeur d'aviation. Et donc là, bon, il faut se faire ce travail-là. On voit que Thierry Breton lance maintenant le concept de souveraineté européenne, notamment dans la transition écologique, notamment dans la révolution digitale. Donc deuxième cercle, la souveraineté européenne, et puis troisième cercle, la souveraineté qu'on pourrait considérer contractuelle, avec des partenaires fiables sur un certain nombre de sujets ponctuels. On peut imaginer un accord avec Taïwan, on peut imaginer aussi que le paracétamol, on va le refaire en France, tant mieux, mais on peut aussi avoir avec des partenaires plus proches et moins concurrents que nous par la taille, par exemple la Tunisie, ou un certain nombre de choses avec le Maghreb, on peut trouver des styles de contrats qui nous donnent de la fiabilité pour certaines questions. Donc la souveraineté, c'est une priorité. Ne rêvons pas à la souveraineté intégrale, construisons des souverainetés et commençons par le national et avançons, comme le fait Breton, sur la question européenne, et puis aussi envisageons un certain nombre de partenariats avec des partenaires que nous estimerions fiables pour un type d'approvisionnement. On va peut-être redonner le micro, on va revenir sur tous les sujets que vous avez ouverts à Bernard Cazeneuve. Sur ce concept d'Europe puissance, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que l'Europe puissance, dont on parle beaucoup en ce moment, peut prendre une réalité ? Et est-ce qu'on va finalement vers une logique de, vous en avez un peu parlé, mais d'affrontement entre des empires ? Alors est-ce qu'il y aura Europe et peut-être États-Unis, Chine avec Afrique, avec Russie, l'Afrique au milieu qui devient un enjeu absolument essentiel. Avant, l'Afrique avait besoin de nous. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de l'Afrique et de ses ressources si on n'a plus celle du bloc qui va partir à l'Est. Oui, je voudrais revenir sur la notion de souveraineté, puis dire un mot sur la relation entre l'Europe et la Chine. Et bon, moi je partage tout à fait la nécessité dans le monde dans lequel nous vivons. La pandémie en a apporté la démonstration, la crise ukrainienne renforce le trait de construire des politiques qui permettent à l'Union européenne et à notre pays d'affirmer leur souveraineté. Aussi faut-il que ces politiques soient précises. Et donc, en complément de ce que vient de dire Jean-Pierre Raffarin, je voudrais essayer de préciser ce que sont les politiques autour desquelles nous pourrions matérialiser et incarner notre souveraineté. Au plan européen, il n'y a pas de puissance européenne possible s'il n'y a pas une diplomatie, une politique de défense européenne allant jusqu'à la possibilité de projection de force. Ceci, jusqu'à présent, n'a jamais existé. Et Jean-Pierre Raffarin parlait à l'instant de l'axe franco-allemand. Cela n'a jamais existé, notamment et surtout en franco-allemand, puisque lorsqu'il y avait des théâtres d'opération sur lesquels nous devions engager nos forces en exposant la vie de nos soldats, nous étions le seul à le faire, et l'Allemagne répugnait à le faire pour des raisons qui tenaient à la position traditionnelle du Bundestag lorsqu'il s'agissait d'engager les armées sur des théâtres d'opération compliqués. Les choses sont en train de changer en Allemagne, parce que l'Allemagne a pris conscience d'une part de l'état d'extraordinaire faiblesse de son armée. Elle a décidé de porter le budget de la défense en pourcentage du PIB à un niveau inégalé. En tous les cas, la tension est affirmée.
Et par ailleurs, l'Allemagne a toujours une approche très industrielle des aspects défense, par-delà les considérations géopolitiques, et elle a vu l'intérêt qu'elle pouvait tirer d'une participation active, enfin en tous les cas, qu'elle pouvait tirer de l'utilisation active du Fonds européen de défense, qui peut être un moyen de renforcer notre base industrielle et technologique de défense. Donc il faut effectivement une politique de défense européenne renforcée, ça doit aller au-delà de la création du Fonds européen de défense, ça doit se traduire par une projection de force, et puis l'accélération des programmes européens intégrés. Je prendrai 3 exemples de programmes européens intégrés sur lesquels des décisions doivent être prises. Elles l'ont été pour partie, mais ne sont pas encore mises en œuvre. Le SCAF, le MBT et les drones. Bon, vous avez parlé du F-35 tout à l'heure. On tape sur les Allemands sur le F-35 au motif qu'ils sont engagés dans le programme SCAF et qu'ils achètent des F-35 pour remplacer leurs Tornado. On oublie simplement de préciser que le SCAF, pour l'instant, est en cours de conception, de développement, etc. Il n'existe pas, oui, le F-35 existe. Voilà, donc ils en ont acheté un nombre qui permet d'être garanti que c'est une politique. Il y a le Rafale quand même qui paraît est le meilleur avion du monde. Enfin, oui, bien sûr, mais enfin, qui disent ça. Oui, d'accord, mais enfin, ils l'ont acheté dans un cadre particulier qui est celui de la participation de l'Allemagne à la stratégie européenne globale de dissuasion, et par conséquent, les spécialistes qui sont ici savent que le F-35, cette composante dans l'ensemble global de la dissuasion européenne est plus efficace que tout autre dispositif dès lors qu'il est conçu de façon transitoire. Mais enfin, on voit la technicité de ces sujets et leur complexité. Donc, il faut faire ses choix souverains si on veut y arriver. Deuxièmement, il faut une politique énergétique qui garantisse l'indépendance industrielle et économique de l'Union européenne. De ce point de vue-là, le franco-allemand a été un échec total, puisque lorsque Angela Merkel a décidé unilatéralement de sortir du nucléaire dans son pays, elle ne l'a pas fait en concertation avec les autres pays de l'Union européenne. Et elle s'est mise dans la main des Russes. Et elle s'est mise dans la situation que l'on sait, mais pas seulement elle, puisque l'Union européenne, globalement, dans le contexte aujourd'hui, est dans la situation que l'on voit. Bon. Comme généralement le grégarisme est ce qui préside à la réaction des opinions publiques, et parfois, pardonnez-moi de vous le dire, de la presse, lorsque des événements de cette nature se produisent, tout le monde a trouvé génial qu'on soit sorti unilatéralement du nucléaire en Allemagne, et on a expliqué vraiment que nous étions les retardataires. Pas nous. Pas vous, personnellement, mais il m'est arrivé de le lire dans d'autres organes de presse moins bien inspirés que le vôtre. On n'était pas vos abonnements. Voilà, exactement. Donc on était sortis unilatéralement du nucléaire en Allemagne, pas en France, et nous n'y étions pas sortis, parce que nous n'avions rien compris. Bon, ben, aujourd'hui, on voit à quel point cette analyse était perspicace, et on voit à quel point le fait de ne pas avoir articulé une politique énergétique entre pays de l'Union européenne était un facteur d'affaiblissement. La souveraineté, c'est aussi ça. Et puis il y a des secteurs industriels, stratégiques, sur lesquels, je pense à l'électromobilité, je pense effectivement à la sidérurgie, sur laquelle nous ne sommes pas bien positionnés. Il faut affirmer nos prérogatives souveraines. Pour ce qui concerne la France, je pense que le sujet fondamental en France, il est celui de notre politique énergétique. Parce que c'est un atout comparatif par rapport aux autres pays de l'Union. C'est un sujet sur lequel nous sommes en pole position, en avant-garde, et c'est un sujet sur lequel il n'est pas exclu que des gouvernements se trompent. Parce que l'actuel gouvernement a pris des décisions sur la politique électronucléaire, mais en fin de quinquennat, après avoir préconisé pendant les 3/4 du quinquennat le tour renouvelable, et parmi les candidats à l'élection présidentielle, certains sont... Alors, vous allez me dire, mais certains candidats préconisent le tour renouvelable dont vous n'êtes pas fondamentalement éloigné vous-même. Enfin, moi, j'ai toujours une position claire sur la politique énergétique. Je suis très favorable aux renouvelables, mais à condition que le développement des renouvelables se fasse dans un mix énergétique qui ne détruise pas ce que sont les atouts industriels de la France. Je fais d'ailleurs remarquer de ce point de vue-là que quand on parle de souveraineté, ne pas maîtriser ces enjeux a des conséquences extrêmement précises sur les territoires, puisqu'on parle aussi des territoires. Lorsque Dunkerque Aluminium est obligé de mettre pour 6 mois ces ouvriers en situation de chômage technique parce qu'ils ne peuvent plus assurer l'augmentation de la facture énergétique parce que ce sont des industries électro-intensives, on comprend très bien ce que ça veut dire que la souveraineté. Donc, quand on parle de souveraineté, il faut sortir des déclarations d'intention
parlementaires, qui sont gouvernementales ou politiques lorsqu'on est dans l'opposition, pour dire très concrètement ce sur quoi on agit. On reviendra sur la Chine après. Jean-Pierre Raffarin, peut-être sur cette question de la défense. Notre spécialiste défense, vous connaissez tous, Michel Cabirol, m'en parlait. C'est bien beau de dire les Allemands vont dépenser 100 milliards et nous 70 milliards, mais est-ce qu'on a une capacité industrielle pour dépenser tout cet argent? C'est pas forcément si évident, d'une part. Donc la guerre, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Deux, on en parlait. Les Russes, là, ils sont en train de tester leurs armes. On entend parler à la télévision, malheureusement, tous les soirs, enfin tous les jours. Et la guerre, ils sont en train de la faire en réel. Nous, à part, bon, évidemment, en Afrique, au Mali, on ne sait pas ce que c'est la guerre. Est-ce qu'on est en train de redécouvrir dans ce 21e siècle, est-ce qu'on est en train de rentrer vraiment dans le 21e siècle? Et est-ce que cette perspective de devoir faire parfois la guerre est quelque chose qu'on doit envisager? De toute façon, et depuis déjà un certain temps, nous avons fait des efforts importants avec les lois de programmation militaire pour notre défense. On pourrait sans doute faire plus, mais ça a quand même toujours été extrêmement difficile de faire voter les lois de programmation militaire parce que, naturellement, les pressions sur les budgets sont importantes. Et on approche des 2%. C'est quelque chose qui est continu et c'est très difficile pour nous, dans la situation dans laquelle on est, et surtout dans la situation dans laquelle on sera, à en envisager des rythmes très différents. Donc là, je suis un peu sceptique, mais sur le fond des choses, la guerre est préparée. On a un livre blanc qui a orienté des schémas possibles de guerre. Et donc, notamment, on a travaillé sur un certain nombre d'innovations. Et notre délégation générale à l'armement est sans doute le lieu français où il y a le plus d'innovation industrielle. La défense, pour nous, est quand même un secteur d'innovation très, très important. Pour vous, on est préparé On est préparé à certains types de scénarios qu'on a construits nous-mêmes. Il est clair qu'aujourd'hui, on est face à des menaces d'une ampleur qu'on avait, je pense... La guerre totale, c'est vrai qu'on ne l'avait pas envisagée. On ne l'avait pas envisagé, donc on avait pensé des guerres intelligentes, et donc on est là dans aujourd'hui un certain nombre de menaces, y compris, donc, on parlait de la tension de Taïwan, bon, donc là on a un vrai problème sur la sécurité à l'est de l'Europe, même si un certain nombre de pays nous alertaient. Je me souviens que les Suédois, déjà il y a 2 ou 3 ans, nous disaient la guerre est possible. Et ils ont distribué dans toutes les boîtes aux lettres en Suède un petit livret, que faire en cas d'une guerre des Russes qui viennent chez nous. Donc la crédibilité de la guerre, nous, elle n'existait pas chez nous, mais elle existait quand même aux frontières à l'est de l'Europe. Donc il y a certaines personnes qui avaient proposé un retour à Helsinki, travailler une grande conférence sur la sécurité de l'Europe, parce que déjà depuis un certain nombre d'années, les pays limitrophes s'alarment de l'attitude quotidienne des Russes aux frontières. Donc je pense qu'on voit bien que le type de guerre dans laquelle on est aujourd'hui exposé est assez différent de ce que, peut-être même ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'au fond, en Ukraine, on a un peu le sentiment que c'est un retour triste de l'histoire, parce qu'au fond, c'est une vieille guerre. Ces destructions, on pensait massives avec les populations atteintes, c'est vraiment... Pourtant, on a vu ça pour la civilisation, à c'est vraiment... Pour tous ceux qui pensent que l'évolution des civilisations est irréversible, là, on montre que les reculs, on le sait dans l'histoire, mais que ces reculs sont terribles aujourd'hui. Et puis, donc, il faut voir naturellement qu'aujourd'hui, les Russes comme les Chinois ont toujours dans leur programme des interventions militaires de nature mondiale. Moi, je me souviens, un jour, j'étais président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Je reçois un coup de fil de l'ambassadeur de Russie qui dit « Monsieur Poutine a un message pour vous ». J'appelle, c'était François Hollande-Régnant, j'appelle le conseiller diplomatique de l'Élysée pour prévenir que ce message. Il me dit oui, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée a reçu le même message et le ministre des Affaires étrangères aussi. Et on me dit recevez, on se reparle après. Je reçois et le message ça, dites à vos amis américains que la prochaine guerre mondiale aura lieu sur leur territoire. C'est fini de voir les Américains faire la guerre sur le territoire des autres. Point. Petit message tout seul, comme ça. Ça fait un peu froid dans le dos quand même, surtout pour les Américains d'ailleurs. Mais et donc on est discutable ça. Mais toute la défense chinoise, elle est tournée vers les États-Unis.
Ils ont les missiles qui atteignent les États-Unis. Toutes les villes américaines sont à portée d'armes de la Chine. Et on est dans une situation où la guerre totale est possible. Et c'est quand même quelque chose de... Et ça, c'était pas du tout dans les livres blancs. C'est sûr blancs. que c'est une dimension psychologique qu'on n'avait pas envisagée à ce point. Alors, en attendant la guerre totale et en espérant qu'elle n'ait pas lieu quand même, pour rester optimiste, pas mal de représentants de l'entreprise dans la salle. Il y a eu hier une grande entreprise française qui a fait un communiqué pour dire que face à la perspective qui va sans doute être décidée cette semaine d'un embargo pétrolier total sur la Russie, en attendant peut-être le gaz qui sera la dernière arme, donc à l'occasion du sommet de l'OTAN, elle arrêtait donc son trading de pétrole avec la Russie d'ici la fin de l'année. Je parle de Total Énergie, pour ne pas les citer, mais grand groupe français. D'autres groupes français sont encore en Russie et commencent, on parlait tout à l'heure avec Jérôme Fourquet des risques d'image, d'opinion, ils sont réels. Je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, ça n'a pas encore flambé, mais des appels au boycott d'un certain nombre d'enseignes. Est-ce que vous voyez un risque juridique pour les entreprises, y compris ce qui est invoqué aujourd'hui, je crois que Yannick Jadot l'a dit dans la campagne, des risques d'être accusé de participation à des crimes de guerre? Est-ce que c'est un sujet pour nos intérêts économiques en Russie? Qu'est-ce que doivent faire ces entreprises, d'après vous? Je demanderai également à Bernard Cazeneuve, qui peut peut-être commencer à répondre. Non, mais juste un point par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, qui est un élément fondamental sur la politique de défense. Je voudrais dire un mot. Avant de répondre à ma question. Et je répondrai bien entendu à votre question. Mais comme les questions s'adressent à vos deux invités, je souhaiterais quand même compléter ce que vient de dire Jean-Pierre sur les aspects de politique de défense. D'abord parce que je ne suis pas en accord avec lui. Je pense que les gouvernements successifs français n'ont pas fait sur les politiques de défense ce qui devait être fait. Et je vais dire des choses précises. Lorsqu'on décide de supprimer 54 000 emplois dans les armées, c'est pas rien. Et que ces 54 000 emplois qu'on supprime sont censés, par les économies qu'elles produisent, financer les équipements dont les armées ont besoin, et qu'on ne dégage pas les ressources pour y parvenir, parce que les 54 000 emplois ont constitué un tel choc dans les armées qu'il faut compenser par des bonifications indiciaires l'impact de ces suppressions d'emplois, ce qui mange une grande partie des économies réalisées, et qu'on ne parvient pas à financer le format d'équipement dont on a besoin, c'est quand même un sujet. Bon. Et ça a duré quelques années, et ça a eu un impact majeur sur la capacité de nos armées à financer leurs équipements. Dans le quinquennat qui a suivi, celui auquel j'ai participé, des décisions de rétablissement ont été prises, mais à la fin du quinquennat, dans un contexte où, je le rappelle, 10 000 soldats étaient mobilisés sur le territoire national, pas à l'extérieur, dans le cadre de l'opération Sentinelle pour faire face au terrorisme. Bon. Et donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Et lorsque, dans le quinquennat actuel, il est décidé de faire un effort qu'il faut saluer parce qu'il est significatif, on le fait dans un contexte très dégradé. Donc, je pense que notre pays n'a pas eu une conscience suffisante de ce qu'était la dangerosité du monde auquel il devait faire face, et que nous avons besoin d'une politique de défense qui donne aux armées la stabilité dont elles ont besoin pour bien accomplir leur mission. Dans le cadre d'un contrat, mais il est encore temps de le faire, bien entendu. Je partage le sentiment de Jean-Pierre Raffarin qu'on ne pourra pas faire comme s'il n'y avait pas de contraintes budgétaires, mais nous ne pourrons pas non plus faire comme s'il n'y avait pas de contraintes opérationnelles et de dangerosité du monde. Voilà. Faire sauter Maastricht pour faire des dépenses d'investissement militaire. En tous les cas, je pense que la sécurité... Ça a déjà sauté que le Covid, de toute façon. Non, il faut surtout que Bernard Cazeneuve retourne au budget. Parce que... Mais lorsque j'étais au budget, j'ai été sur ces questions oui, mais avec très bénévolant. Mais parce que là, c'est un point... Bon, c'est pas la politique râlez pas crête, mais vous vous souvenez, pendant ce quinquennat, que le ministère de Bercy remettait en cause des décisions du Conseil de défense. Dixit Le Drian à l'Assemblée, on s'est battu, on a fait une intervention, la commission s'est déplacée pour aller voir au ministère des Finances
un certain nombre de non, sujets. Jean-Pierre, le sens de mon propos, c'est pas. Je vous ai vu, j'ai sulfaté l'ensemble des gouvernements. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que donc, partout. Je n'ai c'est pas. Partout, mais je me souviens que partout. Dans toute mon histoire politique personnelle, j'ai toujours vu le secteur de la défense qui était très contrôlé et il y avait une bataille budgétaire au point où Chirac, quand il est réélu juste après Jospin, il fait un conseil de défense avant que les ministres soient rentrés dans le dossier, le lendemain de la nomination des ministres, et il nous fait passer la loi de programmation militaire qu'il avait préparée avant avec... J'essaie de vous réconcilier tous les deux. Non, les Allemands tiennent 4 jours et nous, on a des ministres. Non, mais simplement, je veux dire que qu'on a une culture dans notre pays qui fait que beaucoup de gens sur le plan financier considèrent que l'argent mis dans l'armée, c'est de l'argent qui est en grande partie gaspillé. C'est comme les masques. Hein. Et donc, oui, et il y a une autre réalité aussi que nous avons vécue depuis de très nombreuses décennies, c'est que les budgets de la défense sont les budgets d'ajustement des budgets de l'État. Et que cela n'est pas possible dans le contexte géopolitique où nous nous trouvons. Et ne pas dire cela, quelle que soit la sensibilité politique à laquelle on appartient, c'est ne pas tirer les conclusions du monde dans lequel on vit. Et donc, comme nous sommes... vous voyez qu'on ne parlait pas de la campagne, mais vous entendez ces sujets dans la campagne, on n'en parle pas. On nous parle du prix de l'essence, on nous parle du pouvoir d'achat. Mais moi, on ne dit pas, est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre? Mais parce qu'il y a une campagne. À la financer, en tout cas. Vous êtes en train de m'apprendre qu'il y a une campagne. Dis, moi, je ne vois pas de campagne, je ne vois pas de débat. Et je vois beaucoup de sujets qui ont été mis sur le métier au début de cette campagne électorale qui n'avaient rien à voir avec ce que sont les urgences du moment dont nous parlons. Et lorsque les urgences du moment se présentent à nous avec la violence que l'on voit parce qu'on a oublié d'en parler, il n'est plus temps d'en parler. Parce que les urgences sont là et que l'échéance approche et que ce qui devait être une élection se transforme en une échéance de cooptation entre gens qu'on a. Bon, donc, oublions ce sujet. Nous sommes là entre nous et on aborde les questions de fond et on le fait sans aucun esprit polémique et partisan. Et c'est bien ainsi puisque nous devons, notamment aux acteurs économiques, la vérité. Votre question, c'était sur les sanctions. Sur le monde économique, et les sanctions. Sur les sanctions et les risques juridiques d'être accusé de crimes de guerre, tels que certains le disent. Ça, c'est un sujet qui me passionne beaucoup et sur lequel je travaille dans le cadre de ma vie nouvelle, qui est l'extraterritorialité du droit. On parlait tout à l'heure de souveraineté. Moi, je ne sais pas comment l'Europe peut être souveraine si elle ne crée pas les conditions d'une extraterritorialité de son droit, là où toutes les entreprises européennes subissent l'extraterritorialité du droit américain. Je m'explique. Lorsque les États-Unis décident de tourner le dos au JCPOA auquel ils ont contribué en Iran, la signature duquel ils ont contribué, en demandant à toutes les entreprises européennes de quitter l'Iran du jour au lendemain, nous avons des déclarations sympathiques des autorités françaises sur le thème. Ne vous inquiétez pas, nous allons favoriser les transactions en euros pour que vous ne puissiez pas être confronté à l'extraterritorialité du droit européen au motif que vous utilisez le dollar dans vos transactions. 3 jours après, il n'y a plus une entreprise européenne à Téhéran. Ça veut donc dire que des puissances utilisent leurs droits comme un instrument d'affirmation de leurs prérogatives et de leur souveraineté au plan international. Cette fois, c'est un peu différent, c'est que les opinions publiques, puisque c'est au cœur de l'Europe, disent on est à la fois inquiet de la hausse du prix du pétrole, mais on est d'accord pour mettre en place des sanctions qui vont faire monter le prix du pétrole. C'est un peu paradoxal, mais en même temps, on ne veut pas de la guerre à nos portes, et en même temps, on dit, les groupes français, il y a une forme d'indignation, notamment au travers des réseaux sociaux, qui met en cause ces groupes. Je ne vais pas les citer tous, mais... Oui. Je termine juste le raisonnement, puis après j'arrête de parler pour que Jean-Pierre puisse dire comment il ressent ce sujet. Mais je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que le droit, l'extraterritorialité du droit est devenu un instrument de puissance. Bon. Et est-ce que nous allons, nous, être capables de faire ça en Europe? C'est fondamental pour nos intérêts, parce que si nous sommes capables d'utiliser notre droit sur la question de la corruption, de la RSE, dans le cadre des accords économiques de nouvelle génération, pour faire en sorte que les objectifs que poursuit le droit européen puissent s'imposer aux autres, là où nous le subissons sans possibilité de rééquilibrage ou de rétorsion, il n'y aura pas de souveraineté européenne sur le plan économique. Là, nous avons décidé de sanctions avec les États-Unis. Ces sanctions, elles sont puissantes, elles sont destinées à faire en sorte que la Russie change de position. Donc nous sommes avec les Américains pour faire en sorte que les positions politiques et diplomatiques prises par nous
est un impact. Bien entendu, ce n'est pas sans conséquence pour les entreprises, puisque les entreprises qui ne respecteraient pas les sanctions, les entreprises européennes, décidées par les gouvernements des États, seraient bien entendu exposées à un risque réputationnel et juridique considérable. Mais c'est bien là l'esprit des sanctions et la condition de leur efficacité. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que les bombardements aujourd'hui sur les villes ukrainiennes ont fait exploser le concept de RSE, de ESG en vol? Les entreprises sont obligées aujourd'hui de tenir compte de l'opinion. Non, oui, dans votre question, c'est ça quand même qui me frappe le plus, c'est de tenir compte de l'opinion, notamment en matière de relations internationales et de sujets extrêmement complexes. Donc je trouve qu'un peu dangereux aujourd'hui qu'on ait des pressions d'émotions là où il faut des stratégies aussi de raison. Et donc là, personnellement, je suis assez inquiet parce qu'on n'a pas de débat. D'une certaine manière, je pense que ces sujets-là devraient être traités au Parlement. Notre Parlement, il n'a pas été présent pour les Gilets jaunes, mais il n'est pas présent aujourd'hui sur tous ces sujets. Si on veut avoir une représentation qui peut traiter la complexité des choses, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Et si on n'a pas de représentant pour traiter la complexité, on laisse la complexité soumise aux émotions. Et donc, faut faire extrêmement attention. La stratégie Total est quand même une stratégie extraordinairement complexe. Quand vous avez vu, quand ils ont fermé leur chantier en Iran, en fait, ils ont, je crois, 3 ou 4% ou 5% de capitaux américains. Mais quand on a aujourd'hui 3 ou 4% de capitaux américains, on est soumis complètement aux règles américaines. Donc, ils ont été obligés de fermer tout ça. Donc, ce sont des sujets très compliqués et je trouve que quand je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent telle entreprise devrait faire ceci, devrait faire cela, je reste de ce point de vue-là, moi, personnellement, assez libéral pour dire c'est aux chefs d'entreprise, avec leur éthique, avec la conscience de l'impact, avec la RSE, avec leur éthique, de prendre un certain nombre de décisions, avec un dialogue avec l'État. Mais je trouve que faisons très attention à ce que, en matière de politique étrangère, vous savez, quand on fait beaucoup de politique étrangère dans des actions politiques, ça devient très dangereux. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir que certains pays, c'est le cas en Chine, ils sont de plus en plus montés contre les Américains, c'était le cas avec Trump, c'est quand même encore un peu le cas aujourd'hui, parce que c'est un sujet sur lequel la pensée anti-chinoise est une pensée à la fois démocrate et républicaine, donc c'est un sujet important pour les midterms. Donc quand on va chercher l'opinion publique et qu'on monte l'opinion publique sur l'émotion, faisons attention, parce qu'en politique étrangère, après, c'est très difficile de pouvoir revenir en arrière. Donc, mais on sait que la guerre, c'est beaucoup une question de communication. Oui, mais c'est pour ça que moi, je pense que notre démocratie aujourd'hui est extraordinairement fragile. Certes, le président est l'homme en charge de l'essentiel. Certes, il doit assumer les responsabilités. Mais je crois qu'il est très malsain qu'il n'y ait pas de débat, y compris ces débats sur les entreprises, au Parlement aujourd'hui, que la Commission des affaires étrangères, la Commission économique, tout ça, prennent la parole là-dessus et guident un peu l'opinion de manière à ce que l'opinion s'habitue à ce que le Parlement, comme le fait le Bundestag d'une certaine manière, à ce que le Parlement traite un certain nombre de sujets de complexité et soit l'intermédiaire entre le chef qui décide des stratégies qui sont souvent d'ordre assez confidentiel, parce qu'en matière de guerre, on ne dit pas forcément ce qu'on va faire le lendemain matin, mais qu'on ait une sorte de pédagogie un peu du dispositif afin de ne pas se laisser guider par les événements. Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive, dit Edgar Morin, c'est quelque chose qui est assez menaçant. Donc, pour le reste, je trouve que Bernard a tout à fait raison sur le droit européen. Moi, je m'attends à ce que la Chine ait, à un moment ou à un autre, des règles d'extraterritorialité. Parce qu'on voit bien qu'ils sont en rapport de force. Donc, dès qu'il y en a un qui invente une pression, l'autre, il invente la contre-pression. Et donc, on voit bien qu'on est parti dans un processus. Et donc, pour nous, c'est quand même très important. Parce que regardez tous nos grands groupes qui peuvent se retrouver avec des taxes nouvelles ou avec un certain nombre d'impositions nouvelles. Et c'est assez facile de désigner les cibles françaises en Chine, puisqu'on voit très bien les réussites, y compris aujourd'hui dans toute cette industrie du luxe qui s'est créée, parce qu'aussi en France, on a besoin de marges fortes pour financer notre modèle. Et donc, on a évolué, c'est difficile aujourd'hui, avec des marges de 3-5% de réussir un développement international. On voit que des grands groupes avec des marges beaucoup plus confortables réussissent des très belles stratégies avec cette idée du luxe. Mais on voit aussi qu'on peut très bien être vite fragilisé parce que les cibles pour un pays comme la Chine sont assez faciles à identifier.
Sous les décombres de ce désordre mondial va naître un ordre nouveau. Vous le voyez se dessiner comment? Et je repose ma question sur le rôle de l'Afrique quand même. Si on dit que c'est une forme de guerre de la transition écologique pour les ressources que sont la fin du carbone et demain tous les métaux rares qui sont là en Afrique ou pour certains en Russie ou en Chine, nous au milieu là-dedans, on est dans la Rasputitsa comme disaient les... Refaisons quand même de la politique. Je pense que l'Europe n'a pas été conçue comme un objet politique. On a cherché souvent à dépolitiser et à faire du marché le cœur central de l'Europe. Aujourd'hui, on voit bien que les empires, ou en tout cas que les régimes autoritaires très puissants tout autour de l'Europe, ils ont remis les nations en avant. C'est assez frappant d'ailleurs de voir que cette pandémie, où on avait un virus qui se moque de toutes les frontières, a déclenché des plans nationaux partout. Il y a eu assez peu de coopération internationale sur ce sujet par rapport à la crise de 2008, où il y a eu beaucoup plus de coopération internationale pour faire face à la crise Lehman Brothers notamment, et il y avait la création du G20 au niveau des chefs d'État, il y a eu un certain nombre d'initiatives multilatérales. Là, on a vu chaque nation et chaque frontière, avec les aéroports contrôlés et tout, on a eu un retour, d'une certaine manière, du politique dans cette affaire-là. Et donc moi, je pense qu'il faut donner une force politique à l'Europe. Comment est-ce qu'on peut donner une force politique à l'Europe? Alors, je suis complètement d'accord quand on regarde l'évolution des choses sur les complexités du rapport franco-allemand. Bernard a raison de le souligner. On n'a pas que des choses qui sont faciles. Quand Macron dit il faut, il y a 2 ans ou 3 ans, à la conférence d'ambassadeurs, il faut construire une architecture de confiance nouvelle avec la Russie, Madame Merkel lui répond, vous c'est l'Afrique, nous c'est l'Est, chacun chez soi, grosso modo. On voit bien que Angela Merkel a toujours considéré que les relations avec la Russie et avec Poutine, c'était d'abord et avant tout l'Allemagne qui devait piloter ça. Je ne sais pas si aujourd'hui les Allemands feront un bilan formidable de cette vision avec cette indépendance. Et ce serait un paradoxe que finalement Schröder, passé avec Poutine, vienne réparer les erreurs d'Angela qui lui a succédé. Mais enfin, c'est tout ça pour dire qu'on est dans une situation où il faut qu'on trouve quand même à l'Europe une structure politique. Et donc, moi, je pense aujourd'hui vraiment que c'est la priorité de toutes les, y compris pour l'Afrique. C'est la priorité de toutes les priorités, parce qu'on voit bien qu'en Afrique, notre situation est extrêmement difficile, politiquement. On voit bien aussi que sur le plan militaire, on n'est pas accompagné comme on pourrait l'être par l'Europe, même s'il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits, et même si, fait assez nouveau, assez récent, l'Allemagne s'intéresse plus à l'Afrique qu'elle ne s'y intéressait, mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons ces problèmes qui sont la sécurité à l'est de l'Europe, la guerre froide, le continent africain avec cette dialectique résume un peu brutalement, mais qui est grosso modo intégration ou terrorisme, hein, ou en tout cas les fourvoyeurs d'emploi sont d'un côté les terroristes, de l'autre côté l'économie. Donc si on ne développe pas cette économie, on aura des problèmes qui sont accentués. Donc comment essayer de donner de la puissance politique, alors qu'on voit partout un retour de la politique dans le pays, dans le monde, comment est-ce qu'on donne un poids politique à l'Europe? Autrement, si on continue à se disperser, alors, est-ce qu'on peut essayer de tirer profit de la situation actuelle, l'évolution de l'Allemagne, la montée des sociétés civiles, le fait que l'Est, aujourd'hui, est un peu moins arrogant et peut-être sera un peu plus démocratique qu'il était. Enfin, on a quand même, dans l'Europe, des impacts positifs de la situation aujourd'hui de tension. Hein. Bernard Cazeneuve, est-ce que le vote du 25 février dessine la nouvelle carte mondiale avec une partie de l'Afrique qui a basculé quelque part dans le camp eurasiatique, je ne sais pas comment on va dire, enfin russo-asiatique? Non, mais je partage beaucoup de ce que vient de dire Jean-Pierre Raffarin sur le rôle majeur que peut jouer l'Union européenne comme facteur de stabilisation des relations internationales et comme élément à partir duquel se construit un nouveau multilatéralisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Pierre, mais quand nous avons fait le voyage de mars 2017 ensemble à Pékin, vous avez eu la gentillesse de participer à ce voyage. Nous avons ensemble eu une conversation assez longue avec Xi Jinping et avec le Premier ministre chinois. Et la préoccupation à l'époque, on était en 2017, l'élection présidentielle n'avait pas eu lieu, la préoccupation majeure de nos interlocuteurs chinois,
Jean-Pierre pourra confirmer ou infirmer, était est-ce que la situation en France et la désignation du nouveau président de la République va être un facteur de renforcement de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne va être en situation de jouer son rôle raisonnable et sage de stabilisation du monde? Trump était à l'époque président des États-Unis. Sur la Corée, il avait pris les initiatives que l'on sait. Sur l'Iran, il avait fait savoir les initiatives qu'il allait prendre. Les Chinois étaient particulièrement inquiets du désordre qui était susceptible de résulter de ces déclarations unilatérales définitives et imprévisibles. Ils attendaient de l'Union européenne qu'elle fût capable de jouer son rôle. Donc, ce qui m'avait marqué à l'époque dans cet échange, c'est que les Chinois, dont les États-Unis déjà présentaient les intentions de façon peu aimable, étaient quand même un pays solide, qui n'aimait pas le désordre, et qui attendait de l'Union européenne qu'elle pût contribuer à un ordre international multilatéral, malgré tout. Donc, pour moi, le rôle fondamental de l'Europe dans les années qui viennent consiste à être capable d'affirmer cette ligne. Alors, ça veut dire que pour affirmer cette ligne en Europe, il faut que la base industrielle et technologique de défense et la diplomatie européenne permettent à l'Europe d'assurer sa propre sécurité. Ça veut dire que nous devons constituer un pôle européen de sécurité et de défense qui sera nécessairement au sein de l'OTAN, mais qui sera capable, au sein de l'OTAN, d'assurer la défense du territoire européen. Et de ce point de vue-là, petite parenthèse, toute déclaration européenne unilatérale visant à décréter la situation de mort cérébrale de l'OTAN, alors même qu'on voit le contexte aujourd'hui, doit être absolument évité si l'on veut que l'Europe joue son rôle de stabilisation des relations internationales dans un monde multilatéral. Donc ça, c'est pour la sécurité de l'Europe. Pour ce qui concerne le continent africain, l'enjeu fondamental sur le continent africain est double. La sécurisation de la bande sahélienne en tant que, si elle n'est pas maîtrisée, elle exposera la sécurité du continent européen. Nous avons eu l'extraordinaire difficulté de substituer des forces multinationales européennes à la force Barkhane. Je pense à Takuba, qui a quand même été très en difficulté après le départ, le lendemain de leur arrivée, des soldats danois sur injonction de la junte. Donc on voit l'extraordinaire difficulté des opérations multinationales européennes se substituant aux opérations françaises, quand même. Et par ailleurs, on voit l'extraordinaire faiblesse de la coopération européenne, ça je l'ai vécu au sein du G5 Sahel, pour tout ce qui concerne la sécurité, la coopération en matière de lutte contre la fraude documentaire, les organisations criminelles internationales dans la bande sahélienne au sein du G5. Nous sommes, avec les Espagnols seuls présents, l'Union européenne serait bienvenue, et le rôle que pourrait jouer l'Union européenne sur tous ces sujets, lutte contre la traite des êtres humains, les organisations criminelles internationales, lutte contre la fraude documentaire, maîtrise des frontières, etc., serait fondamental pour la sécurité du continent. Et ensuite, il y a un deuxième aspect où l'Europe a vraiment une vue à faire prévaloir, c'est que les Chinois et les Russes se comportent sur le continent africain comme des prédateurs. Ce que l'on voit avec Wagner dans la bande sahélienne montre que la Russie n'est pas un facteur de développement et de stabilisation de la zone. Quant aux Chinois, dès lors qu'il s'agisse des ressources minières naturelles et de développement de l'industrie extractive en Afrique, ils sont très loin des préoccupations européennes de RSE. Et ils sont très loin d'intégrer ce que sont les intérêts du continent africain en matière de développement. Donc c'est là-dessus qu'il faut que la souveraineté et l'orientation européenne se fassent entendre et prévalent. Sinon, nous disparaîtrons du continent africain, ce qui a déjà d'ailleurs commencé. J'ajoute, petite parenthèse là aussi, que si on veut que sur le continent africain, la France continue à jouer son rôle, il vaut mieux qu'on encourage les relations culturelles et linguistiques entre le continent africain et la France. Je ne suis pas sûr que le fait de mettre comme secrétaire général de la francophonie une représentante anglophone hostile à la France soit la meilleure idée quand on veut atteindre ce but. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà ce qu'il faut faire en Europe, voilà ce qu'il faut faire en Afrique.
Et pour ce qui concerne la relation avec la Chine, si on veut jouer un rôle dans le contexte indo-pacifique après ce qui s'est passé sur l'affaire des sous-marins, dans la relation avec la Chine, il faut que nous soyons crédibles aux yeux de la Chine. Ça, Jean-Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, et il connaît ce pays mieux que quiconque. Et la crédibilité, c'est la force politique. Et la force politique, c'est la capacité, à stabiliser le monde, dans un cadre multilatéral, et deux, c'est aussi la capacité à défendre nos propres intérêts face aux ambitions chinoises, en faisant en sorte que dans les accords économiques que nous passons, et dans la manière dont nous structurons notre industrie, nous soyons capables de garder des parts d'activité souveraines. Et les Chinois comprendront très bien qu'on défende nos intérêts à condition qu'on soit capable de les défendre après avoir dit que notre désir était de le faire. Sinon, nous passons pour un continent de faiblesse. Un mot là-dessus, puis j'ai une dernière question. Si je l'ai... En résumé, moi je trouve que ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette situation de tenaille que nous avons dans l'Europe. Et donc pour d'abord protéger l'Europe, je pense qu'il faut qu'on clarifie bien et notre relation avec la Chine, parce que c'est quand même pas terrible aujourd'hui d'avoir des autorités qui globalement disent il faut coopérer et une opinion publique qui dit ne coopérons pas. Donc il faut clarifier un peu tout ça. Et de même qu'avec les États-Unis, alliés, comment tout ça s'organise. Moi, je pense qu'il faut qu'on cherche, alors c'est un peu théorique ce que je vais dire, mais c'est une direction. Je crois qu'il faut qu'on cherche un dossier majeur stratégique à travailler avec les Chinois et un dossier majeur stratégique à travailler avec les États-Unis. Et donc, de manière à ce qu'on soit impliqué... Vous avez une idée de ces Alors, dossiers ? j'ai une idée, enfin, oui, je crois que... Avec les États-Unis, à mon avis, ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est de travailler sur les démocraties. Je pense que les démocraties aujourd'hui sont fragilisées. On a eu nos gilets jaunes, ils ont eu le Capitole. On voit bien que l'impuissance démocratique, et que les régimes autoritaires, notamment en Afrique, font campagne sur la fin des démocraties. Or, par exemple, quand on regarde l'affaire de l'Ukraine, moi je ne suis pas pour qu'on dise l'Occident est visé, c'est les démocraties qui sont visées. Et d'abord, il faut associer le Japon qui est avec nous dans les sanctions. Donc c'est le concept de démocratie qu'il faut essayer de défendre. Et on voit bien qu'il faut aujourd'hui donner un élan à notre démocratie, retrouver un souffle démocratique, surtout quand on voit comment même notre démocratie ici en France, avec un taux de participation... En même temps, tous les gens qui pensent qu'on vit en dictature doivent un peu réfléchir en ce moment par rapport à ce qui se passe. Le fond de l'affaire, et de ce point de vue-là, les États-Unis sont quand même assez exemplaires. Regardez, M. Biden, il fait une performance électorale formidable. Il passe de 70 à 74 millions. Comment est-ce que les démocrates battent Biden? En allant chercher 80 millions de voix. Nous, en France, quand on n'est pas content, on s'abstient. Eux, aux États-Unis, quand ils sont contents, ils vont voter. La participation, c'est le sang de la démocratie. Je pense qu'il n'y a aucun contact avec la démocratie coréenne du Sud, la démocratie japonaise, assez peu avec Israël. On ne travaille pas le progrès démocratique. On ne s'inspire pas des... Donc, Biden, dans son programme, a lancé cette idée de front des démocraties. Je crois que c'est très bien. Sa première réunion, il l'a faite contre la Chine. C'est pas le sujet. Et alors, le plan stratégique avec la Chine? Et le plan stratégique, c'est l'Afrique. Je pense que la Chine se rend compte de ses faiblesses en Afrique, a conscience des rejets. Chirac disait toujours... Il devrait coopérer avec l'Europe. Faites attention avec les Chinois, ils sont aussi intelligents que nous, ils travaillent beaucoup plus, ils sont très nombreux. Donc on les a devant nous pour un certain temps. Et donc là-dessus, je pense que les Chinois sont aussi intelligents que nous, ils voient bien le rejet des communautés chinoises qui sont aujourd'hui en Afrique. Et donc ils ont proposé, je crois que c'était avec vous, avec Manuel Valls, je ne sais plus à quel moment c'était, il y a eu un accord avec Li Keqiang pour faire un sommet au Sénégal, je crois. Pour coopérer avec l'Europe. Pour coopérer avec l'Europe. Et donc ça, je pense que nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'intégrer 1 milliard de jeunes d'ici 50 ans dans l'économie euro-africaine. Donc il faut quand même qu'on trouve un certain nombre de moyens. Et on va quand même avoir besoin de la Chine. L'Inde s'intéresse de plus en plus au sujet. Peut-être qu'il peut y avoir un élargissement euro-asiatique. Ce serait très bien. Mais je pense que si on avait stratégiquement
un partenariat fort de nature multilatérale avec la Chine et un partenariat fort avec les États-Unis sur comment on peut renforcer les démocraties, comment on valorise ce qu'est l'état de droit, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la démocratie. On voit bien qu'elle est menacée, que grosso modo, on est presque trop heureux, on ne la défend pas, et on la laisse s'abîmer d'étape en étape. Donc ça, je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose comme ça. Bon, il y a peut-être d'autres solutions, mais on sera en tenaille, on sortira de la tenaille que si on a, avec les uns et avec les autres, des intérêts qu'eux considèrent aussi comme majeurs. Messieurs, on va terminer ce débat avec une dernière question. Dans un mois, c'est le second tour de la présidentielle. J'oserais après dire qu'on connaît probablement le résultat tous ce soir, peut-être, enfin ce matin, mais on se trompe peut-être. En tout cas, les sondages ne font pas illusion aujourd'hui. Moi, ma question, c'est les Français dans tout ça. On l'a vu un peu dans notre sondage. Ils voient quoi? Ils voient leur bonheur dans le pré, comme on disait autrefois. Ils observent ça en disant on veut finalement qu'on nous laisse un peu tranquilles. Ils sont stressés par ces situations. Ou alors ils sont au contraire, vous les sentez dans une forme de démission finalement face à tous ces changements. Ou au contraire, et quand on voit l'exemple du peuple ukrainien, je dirais, il y avait un papier d'Attali, ça choquera un peu, mais que j'ai lu qui dit « Et si les Français avaient résisté comme les Ukrainiens en juin 40 ?» Est-ce qu'on est dans un moment de remobilisation? Est-ce qu'au-delà des péripéties politiques et des scores et de l'échelle de perroquet des uns et des autres, c'est une situation qu'on voit, voilà, on a un paysage politique qui est celui qu'il est, il n'était pas forcément anticipé. Comment vous voyez les Français, l'état d'esprit? Est-ce que l'état d'esprit va changer? Moi, je ne suis pas très optimiste. Je ne vois pas dans la campagne des propositions de réforme qui répondent à la grande question que nous avons quand même dans notre pays, qui est la montée de la violence et surtout de la légitimité de la violence. Pas loin d'ici, je me promenais avec ma femme pendant une manifeste de Gilets jaunes, je vois deux énergumènes qui lancent des journaux enflammés dans une agence bancaire. J'avais déjà vu dans les fins de manifestation ces gens tout habillés en costume, tout prêts à la bagarre, etc. Bon. Mais ce que je n'avais jamais vu, c'est 2000 personnes qui applaudissent dès que les femmes sortent. C'est-à-dire la légitimité de l'action. Et donc tout le monde adhérait à ça. Quand la violence avance, c'est que la politique n'est pas à son niveau et que la politique recule. Si on ne mesure pas aujourd'hui que notre politique n'est pas suffisamment enracinée dans le pays pour faire en sorte qu'on puisse faire reculer la violence et que le débat ait lieu ailleurs que systématiquement dans les rues, ça je pense que c'est quelque chose de très important. Donc par exemple, quand je vois que même mon candidat, qui est quand même pas mal, mais mon candidat quand même, il renvoie ça à une commission transpartisane, je trouve c'est un sujet majeur que de se dire. Une des premières questions, je pense, c'est renforcer le Parlement. Le Parlement aujourd'hui, il est au fond, il est élu en même temps que le président de la République. Il y a une sorte de cohérence qui se fait. Je ne suis pas sûr que ça se fasse pour la deuxième élection, mais pour la première, en tout cas, il y a une sorte de cohérence. Et donc, on dit grosso modo aux Français, vous élisez un président, et puis pendant 5 ans, circuler, il n'y a rien à voir. La démocratie n'est pas particulièrement vivante. Il faut traiter ces questions. L'abstention, alors naturellement, il y avait la pandémie, mais l'abstention des élections locales, si la proximité ne fait pas voter... Vous êtes un peu pour la 6e République, quoi. Moi, je dirais la 5e République augmentée. D'accord. Hein, vous me direz la différence. Non, on a besoin des gaullistes dans ce pays et il ne faut pas remettre en cause nos institutions. Mais moi, je suis pour une 5e République augmentée. Je suis pour qu'on ait, d'abord, pour protéger le chef aussi. Nos systèmes d'organisation, c'est un peu dans mon bouquin, mais quand je vois, par exemple, les chefs, le Premier ministre chinois, d'abord, Li Keqiang, il a su qu'il serait Premier ministre 3 ans avant de l'être. Nous, on l'a su assez, on l'a pas su très longtemps forcément avant. Il a eu le temps de se préparer. Et on a été moins longtemps. Et il est toujours, lui, en effet. Mais... Et dans ces circonstances-là, on voit bien que on a un fonctionnement de notre vie politique qui n'est pas satisfaisant pour les Français, et il faut traiter la maladie de notre système. Donc, quand le cheval trébuche, c'est le cavalier qui est responsable. Donc là, il faut qu'on se dise, notre système politique, s'il ne fait pas de la participation électorale sa première priorité, il y a quelque chose qui va mal. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose. Bon. Et en Asie, par exemple, on fait tout pour protéger le chef.
Le chef, l'empereur, il était dans la cité interdite, personne ne le connaît. Quand vous recevez une délégation chinoise, le chef, c'est pas celui qui vous serre la main le premier, il est dans le groupe, et tout le groupe protège le chef surveille tout le monde et essaie d'organiser les choses. Nous, on est toujours pont d'Arcole, et devant Total, avec les nouveaux médias, avec cette organisation de la société, on use un peu l'autorité, et on voit, on en a abandonné un peu cet exercice qu'on a connu dans le passé de domaine réservé présidentiel. Donc le président est très exposé, et donc très vite usé, et donc l'autorité politique est fragilisée. Il faut s'occuper de la légitimité de la politique dans la démocratie. Donc ça, je pense que c'est un des éléments très importants de ce qu'on peut attendre, et de ce point de vue-là, j'espère que le candidat qui est le plus expérimenté, qui est le plus jeune, si lui n'a pas d'idée, je serais assez pessimiste sur les idées, parce qu'il faut quand même dans la politique être, compte tenu des changements aujourd'hui qui ont lieu, qui sont des changements très profonds, la transition écologique, le digital, on voit de l'organisation sociale, on voit que ça bouge énormément. Donc la jeunesse est un atout extraordinaire. Et quand celui qui est le plus jeune est en même temps celui qui a l'expérience du pouvoir, on a un droit d'attendre de lui qu'il a toutes les cartes en main pour réussir le deuxième mandat. On sait toujours que pour un maire, souvent le deuxième mandat est très important. Donc j'espère ça. Mais je ne vois pas aujourd'hui dans la campagne, dans la prise de conscience du fait que notre démocratie est insuffisante, et que si les gens ne votent pas, c'est pas la faute des gens, c'est la faute de notre système à trouver des solutions. Merci, ce sera le mot de la fin de Jean-Pierre Raffarin. On va donner un mot de la fin à Bernard Cazeneuve, et c'était un peu la même question, elle était longue, mais je vais la résumer en disant, est-ce qu'il y a de l'espoir pour une reconstruction de la gauche? Oui, enfin, je vois pas pourquoi moi je serais cantonné à la reconstruction de la gauche et Jean-Pierre Raffarin au pays tout entier et au grand sujet. Donc vous allez me permettre de répondre à la question que je me pose à moi-même, c'est-à-dire celle de l'avenir du pays et du système politique tel qu'il est. Bon, quelle est la manière dont je perçois la situation en France? Je suis, comme Jean-Pierre Raffarin, très pessimiste, parce que le pays m'apparaît comme sous tension extrême, dans un contexte de division qu'on n'a jamais connu, et de perte de confiance à l'égard du personnel politique qu'on a rarement perçu à ce point. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. Enfin, il y a trois raisons. Un état du monde qui est extraordinairement anxiogène et qui contribue à ancrer dans l'esprit des Français le sentiment que demain sera moins bien qu'aujourd'hui et que le déclassement est possible pour chacun d'entre nous et chaque famille. Et à partir du moment où dans un pays, il n'y a plus la conviction que le lendemain sera meilleur pour ses propres enfants que ce que fut notre présent pour nous-mêmes, la notion de progrès, la notion de réforme sont beaucoup plus faciles à aborder de façon sereine, parce que quand les Français entendent réforme, ils comprennent recul. Peut-être parce que nous sommes dans un pays qui ne sait pas faire des réformes. Et deuxième point, qui me paraît là aussi très, très important, c'est que les institutions politiques se sont effondrées. Regardez le paysage. Il n'y a plus de parti à gauche, mais à droite, ce sera le cas dans quelques semaines. Et le président lui-même, dont vous nous avez annoncé la réélection, n'en a pas non plus. Il y a une illusion de parti. Il n'y a pas de parti. Donc nous sommes la seule démocratie européenne sans parti organisé, et au sein de laquelle les grands compromis se font sans organisation syndicale, parce que je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais les organisations syndicales avec lesquelles généralement on discute, qu'elles soient patronales ou représentantes des salariés, pour faire les grandes réformes dont le pays a besoin, ont été effacées totalement de l'espace de délibération au cours des dernières années, totalement. Bon. Et enfin, il y a un troisième phénomène qui m'apparaît très important, c'est celui des comportements politiques de ceux qui s'expriment dans l'espace public. La numérisation de la société, les chaînes d'information en continu, une tendance peut-être française, a conduit à un égotisme dévorant de tout l'espace public. Jamais je n'ai vu une telle névrose égotique dans le système politique français. Une telle mise en scène de soi-même à chaque instant, comme si la mission que nous exerçons était moins importante que notre personne, comme s'il y avait une incapacité de ceux qui sont investis de la responsabilité politique à s'effacer
en tant que personne pour ne se livrer avec la plus grande abnégation qu'à la mission dont on est dépositaire. Ça conduit à des comportements très singuliers. Tout est mis en scène. Il arrive même parfois que la mise en scène aille jusqu'au déguisement, aux valorisations de la personne permanente, organisation de tout le système politique en vue de cette valorisation, quelle que soit la responsabilité qu'on exerce. Tout cela est le contraire de la sobriété qui préside à l'exercice de la responsabilité la plus importante. En Allemagne, par exemple, moi je n'ai jamais vu Angela Merkel, qui a pu faire des erreurs, se livrer à de telles mises en scène lorsqu'il s'agissait de... Bon. Donc tout cela conduit les Français à avoir le sentiment que la vie politique n'est plus qu'un théâtre d'ombre, que dans cette élection présidentielle qui n'en est pas une, les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Bon. Eh bien, ça ne contribue pas à renforcer... Non, mais les miens non plus, rassurez-vous. Mais oui, parce que finalement... Oui, mais je dis volontiers cela de cette manière-là, parce que tout ça qui a les apparences et parfois la prétention de la modernité est vieux comme le monde lorsqu'il ne fonctionne pas. Donc voilà quelle est mon analyse. Je ne vais pas vous laisser partir ni l'un ni l'autre en plombant l'ambiance comme ça. Donc vous voulez dire un mot d'optimisme quand même. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Ben, la lucidité. La lucidité. Et vous, Jean-Pierre? C'est le consensus qui apparaît sur ce que moi j'appelle la planétisation. C'était quand moi j'ai commencé la politique, la planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, peut-être que l'humanisation de la mondialisation, c'est peut-être cette planétisation. C'est-à-dire que la planète, aujourd'hui, la protection de la planète, notre vie qui dépasse donc un certain nombre de frontières et donc de nations, et ça, si vous regardez le discours de Xi Jinping quand il signe l'accord de Paris, le discours de Biden quand il revient dans l'accord de Paris, ils disent à peu près la même chose. Et quand vous voyez les jeunes, les sociétés civiles, que vous voyez les jeunes en Inde, à Shanghai, à Bangalore ou à San Francisco ou à Chasseneuil-du-Poitou ou à Cherbourg, en fait, les jeunes pensent assez la même chose. Et donc quand vous avez un consensus des jeunesses mondiales sur une idée, il faut se dire quand même que précédemment, le consensus de Washington, grosso modo la performance économique, n'avait pas le soutien des sociétés civiles. Là, le consensus des accords de Paris, enfin si appelons ça, on verra, mais cette idée-là, c'est une très grande idée qui mobilise les jeunes du monde entier, et donc on peut construire la paix si on trouve des consensus. Et autour de la planétisation des consciences, je trouve qu'il y a un grand espoir. Merci. Bon, merci pour ce débat. On aura vu Jean-Pierre Raffarin. Bravo. On aura vu Jean-Pierre Raffarin nous dire qu'il était pour la 6ème République et qu'il y votait Greta Thunberg, et où Bernard Cazeneuve nous dit que la lucidité est le principal motif d'espoir, et je pense que c'est là-dessus que nous réfléchirons donc à notre vote du 10 et du 24 avril prochain. Pour y réfléchir, vous pourrez lire le livre de Jean-Pierre Raffarin, Choisir un chef, et celui de Bernard Cazeneuve, Le sens de notre nation. Je le montre à la caméra, je ne sais pas si on voit. Vous pourrez bien sûr commenter, revoir cette émission sur latribune.fr, et je vous remercie tous les deux de vous être prêtés à cet exercice et au public.